Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Disparition forcée en Algérie, un crime contre l'humanité est le titre d'un rapport élaboré par le collectif des familles de disparus en Algérie. Ce rapport, d'environ à peu près 140 pages, est l'aboutissement d'un long travail de recherche, d'enquête, de recueil de témoignages, de rencontres avec les familles, avec les témoins, de toute personne susceptible d'apporter un éclairage à la disparition forcée en Algérie. Les équipes du collectif se sont déplacées dans les grandes villes jusqu'aux tout petits patelins les plus reculés en Algérie. L'objectif de ce rapport est de prouver que la disparition forcée en Algérie n'est pas le fruit du hasard. La disparition forcée en Algérie a été systématique et généralisée, ce qui qualifie le crime contre l'humanité dans le droit international. Pour la publication de ce rapport, le CFDA a organisé le 5 mars 2016 un séminaire qui porte le même nom que le rapport, dont vous aurez le plaisir d'écouter plusieurs extraits relatifs aux interventions des experts et d'éminentes personnalités qui ont été invités à ce séminaire. Bonne écoute. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je vous remercie. Je passe la parole tout de suite à Mathilde Béchir, que je ne présente pas, que tout le monde connaît. Mathilde Béchir est professeure de droit international, doyenne de la faculté d'Alger, ancien président de l'Amnesty International à Alger. Merci Nassera. Bonjour à tous. C'est un plaisir, même si on n'a pas toujours l'occasion d'avoir plaisir de rencontrer des gens, mais moi je viens toujours avec plaisir dans les séminaires qui sont organisés par les familles de disparus. Chacun sait que le problème des disparitions forcées en Algérie, la situation des familles disparues en Algérie est toujours au point zéro. Évidemment, chacun sait ici que le dossier n'est pas clos, que les problèmes qui sont soulevés par les disparitions forcées, les milliers de disparitions forcées, en Algérie restent entiers. Les gouvernants en Algérie n'ont pourtant ouvert aucune porte de dialogue pour tenter d'avancer. Je ne dis même pas de trouver une solution, mais plutôt d'avancer vers la résolution de quelques problèmes en ce qui concerne ces faits, les disparitions forcées. Les disparitions forcées sont avérées. Chacun reconnaît, y compris les détenteurs du pouvoir, qu'il y a eu des disparitions forcées par milliers, puisque celui que l'on peut appeler comme le porte-parole des gouvernants dans ce domaine, c'est-à-dire le président de la Commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l'homme, déclare lui-même dans un rapport qu'il y a 6200 disparitions forcées du fait des agents de l'État. Il y a donc des faits qui sont avérés, et dès lors que les familles concernées indiquent que leurs problèmes ne sont pas réglés, même si certaines d'entre elles ont reçu quelques réparations, dès lors qu'elles disent donc que leurs problèmes ne sont pas réglés, le problème reste entier, puisque les disparitions forcées sont reconnues par les gouvernants eux-mêmes, même s'ils déclarent que le dossier est clos. Il y a donc là un problème d'humanité qui est posé. Mais ce dont nous allons parler va encore plus loin. Il s'agit de voir ce que veut dire, ce que cela signifie que de dire les disparitions forcées en Algérie sont un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, ce n'est pas seulement quelques atteintes à ce qui est le sens humain chez une personne, c'est-à-dire une atteinte peut-être à sa dignité. C'est beaucoup plus grave, comme on va le voir, lorsqu'on parle de crime contre l'humanité. Et ce dont nous allons en parler aujourd'hui, c'est les disparitions forcées en tant que crime contre l'humanité. C'est donc une question extrêmement grave et on va le voir sous
différents angles. La première chose donc qu'il faudrait faire pour faciliter les débats qui vont suivre, c'est d'essayer de définir, de voir quels sont les éléments caractéristiques des crimes contre l'humanité et comment on peut appliquer cela aux disparitions forcées. Les disparitions forcées, ça, c'est peut-être pas la peine de redéfinir cela. Nous avons fait plusieurs séminaires. Chacun le sait, parfois dans sa chair, même, et d'autres le savent à solidarité avec les familles disparues. On sait ce que c'est une disparition forcée, à la fois dans le sens commun, quelqu'un que l'on enlève à sa famille, à sa vie, par la force, contre sa volonté, le plus souvent, évidemment, pour des raisons politiques, dans un contexte politique, souvent de conflits internes, donc de guerre civile, même si on refuse de l'appeler ainsi. Dans le droit, c'est un peu plus compliqué, notamment dans la Convention sur les disparitions forcées, pour un certain nombre de raisons politiques qui sont apparues surtout en Amérique latine. Les États, les gouvernants d'Amérique latine à ce moment-là, les négociateurs pour la Convention ont estimé que la disparition forcée, elle est nécessairement une action de l'État, du fait de l'État. Il ne faut pas donner plus d'importance à cet aspect, qu'il n'en a. Parce que une disparition forcée, dès lors qu'elle est dans un contexte politique, même si elle est réalisée par un groupe armé, comme c'était le cas aussi en Algérie, il y a des disparitions forcées qui sont du fait des groupes islamistes armés, eh bien, il ne faut pas donner une grande importance à la distinction, parce que du point de vue de la Convention, l'important c'était que sur son territoire, c'est là la vision internationale de l'État, sur son territoire, l'État est responsable. Même si c'est un groupe armé qui enlève quelqu'un, l'État reste responsable, parce qu'il est responsable de l'ordre sur le territoire. C'est lui qui représente à l'égard des étrangers, il porte donc une responsabilité de ce qui se passe sur son territoire. De sorte que, quel que soit l'auteur de la disparition, l'État doit poursuivre l'organisation privée qui fait disparaître les gens. Et si c'est lui, il doit évidemment enquêter, punir, agir pour lutter contre les disparitions forcées. C'est cette position-là que moi je privilégie, c'est-à-dire le crime, c'est la disparition forcée. Après l'auteur, bien, il y a une responsabilité de l'État directe, mais il y a aussi la responsabilité de l'État pour rechercher, si ce ne sont pas ces agents, ceux qui font disparaître. Donc voilà pour ce problème de disparition forcée. Maintenant, il y a évidemment le crime contre l'humanité. Comment on passe d'une disparition forcée qui peut être une violation des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on enlève une personne, on viole donc les droits de cette personne. On enlève une personne, on viole le droit de cette personne, le droit de l'homme, le droit de cette personne à la vie dans sa famille. On viole son droit à la libre circulation dans la vie, dans le pays. On viole son droit de travailler. Pour ça, on dit la disparition forcée, c'est un carrefour, c'est un ensemble de violations de droits. Quand on enlève quelqu'un, on ne viole pas seulement une fois un droit, on viole une série de droits. On viole son droit à la liberté de circulation, à la liberté d'expression, à la liberté de se réunir, à la liberté de vivre en famille. C'est déjà grave de violer pour une personne tant de droits. Mais ce que nous allons voir, c'est encore pire, c'est beaucoup plus grave que cela. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une personne. Bien sûr, on enlève une personne.
Mais pour que ça devienne un crime contre l'humanité, c'est qu'on répète cette violation à l'égard d'une personne. C'est de nombreuses personnes. Il n'y a pas nécessairement un nombre déterminé. C'est de nombreuses personnes que l'on enlève à leur famille, à leur pays, contre leur volonté, pour des raisons qui sont souvent des raisons politiques. Que ces raisons politiques soient celles poursuivies par l'État, que ces raisons politiques soient celles poursuivies par un groupe, une organisation, un parti, par exemple en Algérie, par les groupes islamiques, par les GI. Tous les crimes dont les lois internationales qui ont été établies ne sont pas des crimes contre l'humanité. Il y a par exemple la torture. Pas un cas de torture de temps en temps, mais lorsqu'elle a un certain nombre de caractères sur lesquels on va revenir. À ce moment-là, elle devient un crime contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Crime contre l'humanité, donc c'est lorsque le niveau de gravité est très élevé. Mais ça ne suffit pas pour dire exactement qu'est-ce que c'est. S'il y a beaucoup d'assassinats dans une ville ou dans un pays, ce n'est pas nécessairement un crime contre l'humanité. C'est tellement grave que lorsqu'on a élaboré, créé les lois internationales, le droit international dans ce domaine, pour définir le crime contre l'humanité, on a exigé un certain nombre de caractéristiques. Tous les viols ne sont pas des crimes contre l'humanité. Toutes les tortures ne sont pas des crimes contre l'humanité. Et lorsqu'on a ajouté les disparitions forcées comme des crimes contre l'humanité, toutes les disparitions forcées ne sont pas des crimes contre l'humanité. Il faut un certain nombre de caractères. Ces caractères sont plusieurs. Mais pour simplifier, il faut surtout deux caractères. Il faut que ce crime de disparition forcée, cette violation des droits de l'homme, comme on l'a dit tout à l'heure, soit constitue des violations généralisées. Donc il va falloir voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit il faut que le crime de disparition forcée soit généralisé pour être un crime contre l'humanité, c'est-à-dire pour être une tâche forte sur celui qui l'a commis, quelque chose d'inacceptable pour l'humanité, quelque chose qui blesse toute l'humanité. Vous enlevez des gens dans un pays par la force, d'une manière généralisée, ça va constituer un crime contre l'humanité parce que c'est inacceptable pour l'humanité, pour n'importe quel être humain, ça touche n'importe quel être humain. Et ça va avoir donc des conséquences après. Donc, il faut que ce soit généralisé. Le premier aspect, évidemment, généralisé, ça touche le nombre de personnes. On enlève, dans un pays, dans des conditions politiques, comme on vient de voir, un grand nombre de personnes. Il n'y a pas de chiffre. Ça peut être 30, ça peut être 50, 500, ou comme en Algérie, et évidemment à ce moment-là, ça devient donc flagrant, des milliers. Des milliers de personnes sont enlevées, ça touche un grand nombre de personnes, c'est donc généralisé par rapport aux personnes. Alors généralisé, ça ne veut pas dire milliards de milliards, ça ne veut pas dire 100%. Généralisé, ça veut dire ça y a beaucoup. C'est un peu pareil. Et à ce moment-là, ça devient un crime contre l'humanité. Cette condition, seule si elle est remplie, suffit pour dire que c'est un crime contre l'humanité, un crime qui révulse l'humanité, qui touche l'humanité. Donc il touche chaque personne. Moi, on ne m'a pas enlevé. On n'a pas enlevé quelqu'un de ma famille. Je suis quand même touché, je suis un être humain, et donc je suis touché par ces enlèvements-là. Si on avait enlevé une personne, ça me touche. Mais ce n'est pas un crime contre l'humanité. Et donc, je ne peux pas dire que ça touche l'humanité, alors je vais agir. La solidarité est plus difficile à établir. Elle s'établit de manière individuelle. Moi, je suis militant de droit de l'homme, mais si on enlève une personne, ça me concerne. Donc, je crie, j'agis, j'écris. Mais si c'est contre l'humanité, tout le monde est interpellé.
la généralisation. La deuxième condition, il faut que ce soit des disparitions forcées systématiques. Non seulement c'est répété, parce que déjà c'est un lien avec la généralisation. Généralisation, si vous généralisez la torture, les viols, les disparitions forcées, vous ne faites pas qu'une fois. Vous poussez vers la systématisation. Ben, systématiser, c'est la généralisation pratiquement plus quelque chose, c'est ordonné. C'est méthodique. Si vous faites beaucoup de disparitions, beaucoup de viols, beaucoup de crimes de ce type, il n'y a pas qu'une répétition. Une répétition, surtout dans le domaine des gouvernants ou des organisations même privées, c'est pensé. Derrière la généralisation, il y a un élément politique. Et donc, il y a une politique derrière. Même si elle n'est pas avérée, on est autorisé à la rechercher. Il y a une politique derrière. Et la politique, quand j'ai une politique à l'égard de quelque chose, j'y pense, j'y réfléchis, c'est organisé. Et donc, il y a une responsabilité. Elle ne tombe pas du ciel, si c'est une politique. Une politique, on la discute, on l'élabore, on la mène déjà dans la généralisation de cet esprit. Dans la systématisation, l'aspect d'organisation politique en vue d'atteindre des objectifs est encore plus net, plus fort. Autrement dit, les disparitions forcées, systématisées, c'est une politique qui est menée en vue d'arriver à des objectifs. Dans ces conditions, la responsabilité de ce qui la mène est encore plus évidente. Du coup, la position des gouvernants engagés, et notamment le porte-parole dans ce domaine, le responsable de la Commission nationale pour la protection et la promotion des droits de l'homme, CNPPDH, eh bien, à savoir que l'État n'est pas responsable. Elle ne tient pas la route. Ce n'est pas possible. Parce que, à partir du moment où vous systématisez le recours à la disparition forcée, où vous avez donc une politique, vous visez des objectifs. Et comme l'État, contrairement à ce qu'il dit, ne s'est pas effondré en Algérie, alors la responsabilité de l'État est au centre de cette question. Et une justice indépendante pourrait bien, devant tant de faits indiquant la généralisation et la systématisation du recours à la disparition forcée, la responsabilité des auteurs, privés ou publics, pourrait être retenue par un juge indépendant. Il est vrai qu'il n'y a qu'un juge qui peut effectivement décider, national ou international, qui peut décider dans ce domaine. Ce que je dis moi, c'est, comme on dit, une position ou individuelle ou doctrinale. Si beaucoup d'auteurs pensent comme moi, ça peut être au mieux une position doctrinale. Donc la systématisation a un objectif. Souvenez-vous, ce rapport le reprend bien. Pour moi, c'est une très bonne étude de ces questions, avec beaucoup de chiffres, beaucoup plus de chiffres que ce que je peux donner dans une intervention d'une demi-heure. La systématisation indique donc une méthode, une organisation, des objectifs. Et c'est bien exprimé parfois dans des discours en Algérie, notamment d'un fameux Premier ministre qui disait il faut que la peur change de camp. Autrement dit, l'un des éléments pour que la peur change de camp, dans le débat en Algérie sur cette question, l'un des éléments, c'est la disparition forcée. Quel que soit l'auteur de la disparition forcée, généralisée et systématique. L'objectif de la disparition forcée, c'est d'ailleurs pas seulement en Algérie, dans tous les États, par exemple en Amérique latine, qui l'ont pratiqué. L'objectif, c'est de faire peur à l'adversaire, de le désarmer psychologiquement, et donc de le terroriser, de lui. La terreur qu'on lui impute, à tort ou à raison, à tort si c'est un groupe terroriste qui fait, à raison si c'est un groupe terroriste qui fait disparaître, à tort si c'est un élément de la population
qui est pacifique, et on vient lui enlever son fils, son père, sa fille. C'est du faire peur. La disparition forcée fait partie des actes pour soumettre l'individu. On revient ici à ce qui est inadmissible en matière d'atteinte aux droits de l'homme. Ces éléments, donc, nous renvoient à tout ce qu'il y a d'inacceptable dans la disparition forcée engagée par des agents d'un État ou par des agents d'une organisation militarisée, privée, genre groupe terroriste en Algérie. Quel est l'intérêt de la qualification? Une fois qu'on a dit les disparitions forcées, par exemple en Algérie, ou les viols en Algérie, parce qu'en fait, il n'y a pas que les disparitions forcées qui sont un crime contre l'humanité au cours de la période de guerre civile. Il y a aussi des viols de femmes qui sont un crime contre l'humanité et qui sont le plus souvent des crimes qui ont été imputés aux groupes armés. À l'époque, je me souviens où on avait fait le tribunal permanent des peuples à Paris sur ce qui s'est passé en Algérie au début de la décennie 90. On n'avait pas d'éléments parce qu'il n'y avait pas eu d'ONG internationale crédible qui est documentée sur la torture, par exemple. Amnesty International a documenté cette question et a démontré qu'il y avait des tortures qui ont été organisées aussi par des groupes islamiques. Le tribunal n'avait pas conclu qu'il y avait un crime contre l'humanité par suite de torture par des groupes islamiques. Mais il avait conclu qu'il y avait un crime contre l'humanité par les services ou autres forces de sécurité en Algérie, par suite de torture. Quel est l'intérêt de cette qualification? Évidemment, il y a un intérêt politique, un intérêt juridique, les deux se mélangent. Le premier aspect qui apparaît pour un État, quand on l'accuse simplement de crime contre l'humanité, c'est qu'il y a quelque chose d'infamant dans l'accusation au regard de la société internationale. Au regard de tout un chacun, que d'accuser quelqu'un d'être l'auteur d'un crime contre l'humanité. Parce que je viens d'expliquer que c'est quelque chose de très grave, que c'est quelque chose que n'accepte pas l'humanité, qu'on touche à l'essence même, à la substance même de l'être humain. Dans ce sens, donc, on touche toute l'humanité. Et un État dont l'ordre international aujourd'hui, dont la vie d'aujourd'hui, tente de se présenter comme une société, comme à la tête d'une société civilisée, comme représentant des valeurs les plus nobles d'un peuple. Et par conséquent, être accusé de porter atteinte à tout cela, à ce qu'il y a de plus noble dans l'humanité, c'est nécessairement infâme. Alors, donc déjà, sur le plan moral, l'accusation de crime contre l'humanité, surtout lorsqu'elle est étayée par des milliers de dossiers, comme vous le savez, elle est lourde. Et donc, tout État, et l'Algérie, c'est un des premiers, défend d'avoir été quelconque auteur de crimes contre l'humanité ou de crimes qui pourraient être considérés comme des crimes contre l'humanité sur le territoire algérien. C'est la défense selon laquelle soit il n'y avait pas d'État, l'État s'est effondré, donc on ne peut pas commettre de crime puisqu'il n'existe plus. Or, en réalité, on peut considérer que dans les systèmes politiques autoritaires, l'État est encore plus fort, ou se veut plus fort, lorsqu'il est menacé, et on l'a vu, un État qui est revenu fort est un État dont il est difficile de montrer qu'il a disparu. Donc, c'est une thèse qui est très fragile, je veux dire, notamment pour l'Algérie, l'État n'existait pas. Je peux vous dire tout de suite que les États qui se sont effondrés, regardez la Somalie, eh bien,
il est très facile d'intervenir sur le territoire, militairement même, sur le territoire, pour les puissances étrangères et pour les groupes privés aussi. Il est facile d'intervenir sur le territoire d'un État qui s'est effondré. Vous avez de multiples exemples, que ce soit en Afghanistan, soit en Somalie, soit en Libye, soit en Syrie. Les États qui s'effondrent, ou qui sont en phase d'effondrement, on intervient. L'État algérien, à aucun moment, s'est effondré. Il a même pu résister, même devant les Nations Unies, pour ne pas mettre à l'ordre du jour des questions qui n'indisposent. Donc l'État algérien, dans les années 90, était présent. Il était présent, ceux qui sont républicains le savent. Il était présent, ceux qui observent objectivement le savent. Il était présent au regard des autres États qui voyaient bien qu'il fallait négocier, parler, réagir en fonction de cet État qui est présent. Donc cette thèse ne tient pas debout. Mais le rejet du crime contre l'humanité indique qu'on attache de l'importance à ne pas être accusé de crime contre l'humanité parce que politiquement, cela porte préjudice. C'est une tâche politique, pas seulement morale, parce qu'il y a des conséquences donc politiques au regard des autres États. Un crime contre l'humanité, c'est évidemment un crime contre la population, ça veut dire politiquement, on n'est plus le représentant de la population que l'on prétend diriger, organiser, puisque on commet des actes qui révulsent toute population. Donc, vous voyez, politiquement, mais évidemment, sur le plan des conséquences politiques de tels actes, sont pas toujours faciles à saisir. On ne voit pas comment on va tirer les conséquences de cela si vous n'avez surtout pas une force politique à l'extérieur ou surtout à l'intérieur capable de mettre fin à ces pratiques. Et donc les conséquences politiques sont embêtantes, mais finalement n'ont pas de conséquences pratiques. Sur le plan juridique, ça peut être un peu plus difficile. Et il y a des conséquences juridiques. Quelles conséquences lorsqu'on qualifie des crimes qui sont accomplis, par exemple la disparition forcée dans un pays, de crimes contre l'humanité? La première conséquence, c'est que il y a notamment au moins une convention internationale, en 1986, contre ce qu'on appelle la convention contre l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une règle en droit international qui est acceptée, selon laquelle, lorsqu'on commet des crimes contre l'humanité, personne ne peut effacer cela comme ça. Un État ne peut pas dire « j'amnistie les auteurs des crimes contre l'humanité ». C'est-à-dire on tourne la page. Puisqu'on reconnaît que c'est tellement grave qu'on ne peut pas agir. On ne peut pas décider d'un délai au bout duquel, par exemple au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne peut plus poursuivre en justice ceux qui ont fait ces crimes contre l'humanité. Or, c'est important, parce que cette conséquence est importante. Pourquoi? Parce que les États, quand ils mènent la guerre contre un parti, contre une organisation, contre une rébellion, lors d'un conflit sur un territoire, ils décident généralement, au bout d'un temps, lorsqu'ils estiment qu'ils ont gagné la partie, on arrête tout, on efface tout, on ne poursuit plus, même les auteurs de crimes contre l'humanité. Or, si le crime contre l'humanité est imprescriptible, c'est-à-dire on ne peut pas décider comme ça de stopper, bien ça veut dire que les lois qui ont été élaborées pour stopper les actions devant les juges, pour la défense, par exemple, des familles de disparus, pour rechercher la vérité, etc., eh bien, on décide, ça veut dire que ces lois-là ne peuvent pas vaincre la loi internationale qui dit non.
on continue. Il n'y a pas de prescription. On ne peut pas définir un délai indiquant que c'est terminé. Et on le voit bien sur le plan international. En Argentine, 40 ans après, on dit ah non, c'est pas terminé. On voit qu'est-ce qui s'est passé. On va rechercher les responsables. Au Chili, après la chute de Pinochet, on dit ah non, il y a des lois qui pardonnent, ah non, on va regarder, on va rechercher la vérité. Donc ça continue. Et donc, la conséquence juridique dans les pays où il y a eu une crime contre l'humanité est forte, puisque ça ne meurt pas. En Espagne, alors que ça s'est passé dans les années 30, début des années 40, on recherche maintenant, il y a des gens, des associations, des juges, parfois, qui disent non, ce n'est pas terminé. C'est vrai qu'il y a eu des lois. C'est vrai que beaucoup de partis ne veulent plus qu'on reparle de ça. Et ce n'est pas moi. On continue. Donc, vous voyez, la conséquence juridique est importante. C'est déjà quelque chose de très important, parce que pour les familles, c'est un espoir de pouvoir peut-être faire un jour le deuil. C'est pour moi aussi, puisque ça ne peut pas être effacé comme ça, qu'il faut toujours inviter l'État à avoir d'autres politiques. C'est pourquoi les choses sont liées. Les familles de disparus demandent une commission vérité, c'est-à-dire une commission indépendante, qui n'est pas formée par les familles disparues, qui n'est pas formée par l'État, qui est formée par des experts indépendants, compétents pour enquêter dans ces dossiers, pour faire la vérité. Puisque on ne peut pas décréter tout seul que c'est fini. C'est un crime. Et donc, c'est pourquoi il faut continuer à dire que, en attendant une justice indépendante, malheureusement elle ne se décrète pas, on le sait, même si c'est dans la Constitution, même si dans la Constitution la justice est indépendante, la réalité étant différente, il faut donc un organisme, la confiance des populations qui ont été touchées. Et ça doit être une commission pays. Vous voyez comment? Donc, la conséquence juridique de l'existence d'un crime contre l'humanité nous mène à une autre position du problème que celle qui est posée par l'État et nous mène à d'autres nécessités d'ordre politique et notamment à l'idée d'une commission vérité pour faire la lumière sur ça en vue d'aller vers une meilleure justice. Et comme il y a des milieux que, par conséquent, il est difficile de faire juger par une justice traditionnelle, surtout dans les circonstances que nous connaissons, l'idée d'une commission vérité est ressurgie, quel que soit finalement le dossier que l'on étudie en matière de disparition forcée. Comme la justice nationale des États qui commettent des crimes contre l'humanité, ou bien des États sur les territoires desquels se sont déroulés des crimes contre l'humanité, n'arrivent souvent pas à réagir au niveau requis. Souvent, la justice internationale, lorsqu'elle existe, se saisit de ces crimes ou tente, essaie de se saisir. C'est toute l'histoire de la Cour pénale internationale, le traité de Rome, qui définit lui aussi les crimes contre l'humanité et qui indique que les disparitions forcées sont l'un des crimes contre l'humanité possibles, avec les viols, les tortures. Autrement dit, le crime contre l'humanité peut amener comme conséquence la compétence d'une juridiction internationale. Évidemment, c'est des choses très graves. Et donc, là aussi, il va falloir des conditions. Une des conditions extrêmement difficiles de passer outre sur le plan international, c'est qu'il faut que l'État concerné ait non seulement signé, mais ratifié, accepté de manière réitérée, renouvelée, confirmée la Convention. Ce n'est pas le cas de l'Algérie.
Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que, par exemple, quelqu'un puisse attaquer l'Algérie devant la Cour pénale internationale avec succès. Toujours attaquer avec succès. Il y a une autre voie qui peut être une conséquence de la commission de crimes contre l'humanité. Une autre voie qui est une conséquence juridique. Sur ce dernier point, on parle de ça. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Qu'est-ce que c'est? La compétence universelle, ça veut dire que quiconque juge, juridiction dans un État, dans certaines conditions, peut dire c'est un crime contre l'humanité, donc je peux juger. C'est donc énorme. Donc énorme, parce que normalement, le crime est commis en Algérie ou est commis au Maroc. On ne peut pas s'en saisir à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Zurich. C'est les juridictions du lieu qui sont compétentes. Eh bien, dans le cas du crime contre l'humanité, vous voyez l'importance, parce que c'est grave, parce que ça touche l'humanité. Une juridiction étrangère peut, dans certaines circonstances, que détermine la loi du pays concerné, par exemple la présence de l'auteur de ces crimes contre l'humanité sur le territoire de ce pays. Eh bien, la justice de ce pays-là peut déclarer qu'elle peut juger l'auteur de ce crime. Donc, vous voyez, les gouvernements voient bien qu'il est extrêmement difficile, avec des complications fortes, si les crimes contre l'humanité contre une personnalité importante d'un autre État sont engagés sur le territoire.